Bonjour Evelyne Héron, tu es formatrice professionnelle, tu as travaillé pendant de nombreuses années en tant que péricultrice et tu as la gentillesse d'offrir à l'association OSE trois interviews sur la petite enfance. Tu as écrit un livre que j'ai adoré, que j'aurais aimé lire avant même d'avoir eu mes enfants, qui est Graines d'homme, publié sur Le Souffle d'Or et qui est vraiment poétique, joyeux et plein de ressources. Donc, j'invite nos éditeurs à le découvrir. Dans cette deuxième vidéo, on va parler des différentes étapes du développement du cerveau du petit enfant. Est-ce qu'on peut commencer justement pendant ces 9 mois? Alors, qu'est-ce qui se passe dans les 9 mois du ventre de la mère sur le développement du cerveau? Ben, c'est intéressant de voir que le développement de ce cerveau, d'abord d'où il vient. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dans tout ce qui est l'embryologie, c'est absolument passionnant, mais quand même, et de bien comprendre que quand le cerveau de l'enfant se construit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un certain nombre de neurones qui se construisent, et la neurone étant la cellule du cerveau. Et donc, c'est essentiellement des milliards de neurones qui se construisent dans le cerveau de l'enfant. C'est extrêmement fragile, c'est-à-dire que c'est effectivement l'enfant a besoin que pendant tout ce temps de grossesse, la maman ait un maximum d'attention pour son état de santé, pour son état de présence à cette grossesse, pour se reposer, pour avoir une nourriture saine et équilibrée de manière à apporter les meilleurs nutriments justement pour que ces neurones puissent se construire le mieux possible. L'enfant, pendant tout le temps où il est dans le ventre de sa maman, il est complètement connecté au monde extérieur. C'est-à-dire que c'est extrêmement important de savoir que l'enfant, il n'est pas dans une bulle où il ne reçoit rien et où il est coupé. C'est au contraire, il est extrêmement réceptif à tout ce qui se passe autour de lui. Alors, dans une notion de... ce que j'aimerais aussi enlever, c'est toute la notion de culpabilité qu'il peut y avoir chez les mamans. Parce que bien souvent, les mamans, quand on est enceinte, on va passer par des états émotionnels qui ne sont pas toujours très faciles à gérer. Que ce soit la première grossesse ou souvent la deuxième est plus perturbante que la première. Mais c'est important, ce qui est vraiment essentiel, c'est que la maman soit en contact avec son bébé et qu'elle soit, quoi qu'elle vive, même si c'est quelque chose de très traumatisant, parce qu'il peut y avoir des expériences très traumatisantes qui se vivent pendant une grossesse, quelle est cette conscience de dire à son bébé que ce n'est pas son histoire et que c'est son histoire à elle et qu'elle est en train de vivre quelque chose de difficile pour elle, quelle que soit la situation, mais qu'elle va le gérer et que lui, en tant que bébé, eh bien, il est juste à vivre ce qu'il a à vivre, à grandir, à grossir, à être en bonne santé, à être au mieux dans son ventre et qu'elle va gérer le reste. Et ça déculpabilise la maman et ça permet au bébé, lui, eh bien aussi de ne pas porter la charge de cet émotionnel de la maman et c'est extrêmement important. Donc être toujours comme ça en contact, oui. Alors, tu dis justement être en contact pendant ces mois de grossesse. Quelles sont les techniques et les façons de faire pour être justement en relation avec ce bébé et comment éventuellement l'autre parent peut être en relation avec cet enfant pendant ces 9 mois? Il y a différentes façons de faire et je crois que c'est important de respecter la sienne et de voir celle avec laquelle on est le plus en adéquation. C'est-à-dire que ça peut être simplement par la pensée, c'est-à-dire penser à son enfant en posant sa main sur le ventre, par exemple, pour établir un contact physique avec lui. Ça peut être juste ça. Et c'est penser à son enfant et lui parler dans notre tête ou à voix haute. C'est possible aussi. Ou si on vit quelque chose de très douloureux et qu'on a la sensation qu'on ne peut pas lui parler à cet enfant parce qu'on est pris dans notre émotionnel, on peut lui écrire. On peut poser un acte symbolique avec l'enfant pour le dégager de toute responsabilité dans ce qu'on est en train de vivre. Donc, il y a ce moyen-là. Puis après, il y a effectivement les mamans qui sont habituées à méditer, par exemple, où là, on peut vraiment aller rencontrer le bébé. Il y a aussi des exercices moi, je faisais un atelier, par exemple, à un moment donné avec les femmes enceintes, et où je les invitais vraiment à rentrer dans une intériorité. Et ce qui était tout à fait amusant, c'est que je proposais aux bébés à ce moment-là de se faire tout petit parce que c'est un temps qui était pour leur maman. Et c'était absolument génial parce qu'on voyait le ventre de la maman qui se rétrécissait. Et j'invitais la maman à prendre conscience qu'il y a tout un espace en elle auquel l'enfant n'a pas accès et que son espace à elle et uniquement à elle auquel personne n'aura accès.
Mhm. Et dans un deuxième temps de la méditation, je les invitais à ouvrir l'espace d'accueil au bébé. Et là, c'était fantastique parce que là, on avait vraiment les bébés, les ventres se mettaient à se gonfler et on voyait les bébés qui se remettaient à bouger. Et c'était une expérience assez extraordinaire. Et les Mhm. mamans étaient touchées par ce temps-là. C'est-à-dire que c'est possible de dire à certains moments à son bébé, écoute, là, j'ai besoin d'être juste avec moi. Voilà, et que tu me laisses vivre ce moment-là toute seule. Et puis à d'autres moments, à l'accueillir complètement et à lui faire de l'espace. Mhm. Et c'est aussi préparer la relation avec le bébé, c'est-à-dire que c'est mettre en place une relation de respect avec le bébé, mais de différenciation aussi. C'est-à-dire, je ne suis pas mon bébé. Vous voyez, même s'il est dans mon ventre, ce n'est pas moi. C'est mon enfant, certes, il passe à travers mon ventre, à travers mon corps, mais ce n'est pas moi. Et donc déjà, vous voyez, ça pose quelque chose de cette différenciation avec l'enfant qui, au moment de l'accouchement, au moment où on va le découvrir, il y a déjà tout un lien qui est créé avec cet enfant-là. Et Mhm. donc, ça va être une découverte, mais une découverte qui va être une découverte de son corps, de sa forme, mais pas de sa présence, parce que sa présence, on l'aura déjà contactée. Donc, Mhm. vous voyez, il y a des amorces du lien qui sont déjà faites. D'accord. Pour le papa, c'est plus compliqué parce qu'il ne le porte pas dans son ventre. Le papa, il le porte à travers le corps de la maman. Et donc, c'est important que la maman, elle ait aussi conscience que le papa a besoin de rentrer en contact avec ce bébé-là et de commencer à établir des liens avec ce bébé-là. Alors, la voie royale, c'est bien sûr l'autonomie. Si le papa est OK pour faire de l'autonomie avec la maman, c'est extraordinaire. Mhm. Et j'ai un exemple très, très précis de ma première petite fille qui aujourd'hui a 13 ans. Quand elle est née, parce que mon fils, j'avais prévenu mon fils de la place du papa et combien c'était important qu'il se prépare, et ils avaient fait de l'autonomie. Et au moment où ma belle-fille s'est présentée à l'hôpital pour aller accoucher, elle a été prise d'une crise d'angoisse au moment où elle était à dilatation complète et où le bébé allait sortir. Une crise d'angoisse extrême avec des médecins qui ont commencé à arriver, à vouloir intervenir et où le cœur du bébé s'est emballé, bien évidemment. Et à ce moment-là, mon fils, qui se souvenait de ce que je lui avais dit, il a repoussé les médecins en leur disant « Laissez-moi faire, je vais voir si c'est possible, mais je pense que je peux y arriver. » Et il a posé les mains sur le ventre de sa femme et il est rentré en relation avec le bébé. Le bébé s'est calmé. Et le fait que le bébé se calme, que la maman se sente soutenue, la maman s'est calmée. Et l'accouchement s'est merveilleusement bien passé. Il n'y a pas eu d'intervention médicale nécessaire. Mhm. Donc, c'est juste pour montrer que chacun a son rôle à jouer dans cet accueil du bébé et qu'il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Il y en a un, ils sont différents, mais ils sont très complémentaires. L'un va avoir besoin de l'autre. Et Mhm. donc, rentrer en relation avec son enfant, pour le papa, c'est aussi quelque part dans sa tête, c'est-à-dire se préparer à cet enfant qui arrive. C'est aussi pouvoir établir des liens, pouvoir aller lui parler, pouvoir poser la main sur le ventre de sa femme. Mais toujours dans une complicité avec la maman. C'est-à-dire que ça doit se passer dans quelque chose de très fluide, où l'enfant, il n'est qu'un prolongement de cette relation entre le papa et la maman. Mhm. Alors, bien sûr, toutes les relations ne sont pas idéales, on est bien d'accord, et ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Donc pendant 9 mois, prendre le plus d'attention pendant cette grossesse parce que ça interfère sur le développement du cerveau du petit enfant, que ce soit le stress, l'alimentation, les produits chimiques. Euh, Après la naissance, quelles sont les grandes étapes du développement de ce cerveau et à quoi il faut être attentif? Il y a plusieurs étapes. Hein. La première étape, ça va être tous les réflexes archaïques que le bébé va avoir au moment où il sort et qui sont en fait des vieux réflexes de survie. Hein. C'est tous les réflexes de survie que notre humanité a intégrés et transmet à l'enfant de manière génétique hein, pour que l'enfant puisse survivre justement en dehors du ventre de sa maman. Et donc, il est très important que ces réflexes archaïques puissent être menés à leur terme. C'est-à-dire que sur un plan moteur et pour le cerveau de l'enfant, on puisse laisser ce corps petit à petit évoluer dans sa maturité pour que le cerveau s'approprie, parce qu'en fait, c'est des schèmes moteurs de base et qui vont se répéter, mais que le cerveau va amener à un autre niveau de développement. Réflexe archaïque, est-ce que tu peux donner un, deux ou quelques exemples concrètement? Je sais que
à la maternité, on va porter l'enfant et on va voir s'il a ses capacités de marche. Tout à fait. La marche automatique est un réflexe archaïque et qui montre bien que ce cerveau archaïque a intégré un certain schème moteur, mais ce schème moteur, il n'est pas efficace, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout question de faire marcher l'enfant à ce moment-là. C'est juste qu'on vient s'assurer que le système nerveux de l'enfant est en mesure, a bien intégré cette base de survie-là, et qu'à partir de ça, justement, il va mettre en place toute une maturation au niveau de son système nerveux et au niveau de son système moteur pour pouvoir arriver à un moment donné à ce que l'enfant se mette debout. Donc il y a ça, et puis il y a aussi ce qu'on appelle le grasping, ce bébé qu'on va prendre par les mains et qu'on peut tout à fait soulever parce que l'enfant, il est tellement agrippé qu'il ne se lâche pas. Et c'est la même chose, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau du cerveau. L'enfant naît avec un certain nombre de notions très archaïques qui sont liées à notre histoire de l'humanité, tout simplement, qui sont complètement génétiques et qui vont avoir besoin d'évoluer et qui vont évoluer avec la maturation du système nerveux de l'enfant. Et donc, l'étape suivante, c'est ça, c'est comment la maturation du système nerveux de l'enfant va s'opérer. Et donc là, il y a vraiment deux niveaux. Il y a tout ce qui va se passer au niveau du cerveau et où, en fait, tous ces neurones vont fabriquer des connexions et ça va être tout le développement de ces connexions interneuronales. C'est quelque chose d'absolument inimaginable tellement l'enfant en fabrique dans une journée. Et c'est vraiment une manière de relier toutes les zones du cerveau, de manière à ce qu'à un moment donné, la globalité de tous ces... Parce que chaque partie du cerveau gère quelque chose de particulier. Et donc, c'est faire en sorte qu'à un moment donné, tout ça, ça se relie et que ça puisse fonctionner ensemble. Et donc, ces connexions interneuronales, ce qui est important à comprendre, c'est que quand elles vont se construire, ces connexions-là, elles ont besoin d'avoir des supports d'expérimentation. C'est-à-dire qu'elles ont besoin, c'est comme si, c'est des fils d'informations en fait quelque part, mais qui ont besoin d'avoir des informations pour justement se stabiliser. Ces informations, comment l'enfant les découvre ou les acquiert? Et c'est quoi ces informations? Par l'expérience. C'est-à-dire qu'il va, à travers ce que l'enfant va expérimenter, eh bien, il va donner de l'information à ces connexions-là et il va faire que ça va être mémorisé et que ça va lui servir de base pour les expériences suivantes. D'où l'importance du coup de travailler sur les sens, le goût, le toucher, les odeurs. Moi, je ne dirais pas travailler. Au contraire, au quotidien, laisser les choses quelque part, mais dans une attention quand on s'occupe de l'enfant. Parce que les premiers mois, par exemple, je pense à un enfant qui est au sein, par exemple, on pourra pas le faire, comment dire, ça n'a pas d'intérêt de le faire tester quoi que ce soit. Il va spontanément. Par exemple, repérer l'odeur du sein de sa mère quand il va s'approcher de sa mère, c'est quelque chose que l'enfant va connaître instinctivement d'emblée. La vue va petit à petit s'ouvrir aussi et puis s'élargir, mais l'enfant va le faire à son rythme. Et au niveau du goût, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il va découvrir les différents goûts du lait de sa mère. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que sa mère a mangé, le goût du lait ne sera pas toujours tout à fait le même. Et donc, il y a déjà quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et puis après, il y a ce qui va se passer dans son corps, parce que il va y avoir tout un tas d'expériences que l'enfant va être amené à faire. Et là où, au niveau du système nerveux périphérique, le grand moment de la maturation du système nerveux périphérique, c'est la myélinisation de tous ces nerfs. C'est-à-dire que petit à petit, c'est une myélinisation qui se fait dans un ordre précis, du haut du corps vers le bas et de l'intérieur vers l'extérieur, et qui va permettre petit à petit à l'enfant de prendre conscience des différentes parties de son corps et aussi de comment il peut les utiliser, lui, dans ses expériences. Et donc, mais c'est quelque chose qui demande des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois la même chose. Et on voit bien l'enfant qui refait le même geste toujours parce qu'il a besoin vraiment d'intégrer complètement, d'aller au bout de son expérience. Et donc, c'est toute l'importance de laisser l'enfant aller au bout de ses expériences. Donc, si je t'écoute bien, toi, tu es pour l'encouragement de la motricité libre et justement de laisser l'enfant à quatre pattes grimper, courir, voire tomber aussi. Mais il a besoin de tomber. Il a besoin de tomber. Il a besoin... On a fait le calcul et, alors pas moi, mais des instituts d'observation comme ça ont fait le test.
Et en fait, un enfant, avant de vraiment maîtriser la marche, il va tomber 1000 fois, plus de 1000 fois. Ce qui est quand même impressionnant. Mais ça ne l'arrête pas. Et c'est ça qui est important. C'est que pour l'enfant, l'échec n'existe pas. Et un enfant n'est jamais en échec. C'est-à-dire qu'il va aller au bout de ce qu'il peut et il va rencontrer sa propre limite, mais il n'y a pas de jugement posé sur sa limite. C'est-à-dire que son élan de vie va toujours être nourri pour aller plus loin. Et c'est là où c'est important de le laisser faire et de n'interagir avec lui que quand il est en difficulté et qu'il le demande. Tant que l'enfant ne nous demande rien, il faut le laisser vivre en lui proposant un environnement et je pense à des jeux, par exemple, à des jouets dans un premier temps, qui vont être en adéquation avec là où il en est dans son développement, mais qui doivent être d'une grande richesse, d'une grande différentes de couleurs, de matières, de formes, voilà. Parce que l'enfant va se nourrir de ça. D'ailleurs, dans le livre que tu as écrit, Graines d'homme, sous souffle d'or, tu abordes très simplement justement les différentes étapes du développement du petit cerveau de l'enfant et de cette magie incroyable qui ressemble un peu à un réseau de champignons en forêt ou d'une fourmilière. Oui, ça ressemble tout à fait à ça. Oui, voilà. Complètement. Mais c'est absolument essentiel de comprendre comment ça se développe dans le corps de l'enfant, parce que ça vient expliquer toute la cohérence du développement moteur. C'est-à-dire que quand on a compris dans quel ordre se fait cette myélinisation, on comprend dans quel ordre l'enfant va petit à petit prendre conscience des différentes parties de son corps et va apprendre à les manipuler de façon volontaire. Et on voit bien, il suffit. Par exemple, j'ai eu une vidéo de ma petite fille qui va avoir 9 mois hier, parce que je demande à mon fils de me la filmer régulièrement parce que j'ai envie de voir où elle en est. Et donc, ma petite fille ne se déplace qu'en roulant. C'est-à-dire qu'elle passe sur le dos, sur le ventre, sur le dos, sur le ventre. Voilà. Et c'est intéressant de la regarder parce que rien qu'à travers le film, c'est évident que ma petite fille, pour l'instant, ce qui est important pour elle, c'est tout le haut de son corps, avec ce qui se passe au niveau de ses bras, ce qui fait qu'elle se redresse correctement, elle va chercher les jouets, mais pour l'instant, elle n'a pas cette présence de ses jambes, pour elle, ça ne fait pas partie encore de ses possibles. Elle n'en est pas là. Donc, elle a trouvé un moyen pour se déplacer parce qu'elle est volontaire, elle a envie d'aller chercher ce qu'elle veut, mais elle le fait à sa manière, c'est-à-dire, pour l'instant, elle roule. Voilà. Et c'est intéressant de regarder là où est l'enfant parce que ça permet de voir où il en est justement dans la maîtrise de son corps, dans le développement au niveau de son système nerveux périphérique. Et de le respecter surtout. Et tu vas me valider ou pas ce que moi j'ai constaté. J'ai constaté que cette période de ces premières années et cette prise de contact avec son propre corps, c'est un atout majeur sur la confiance en soi plus tard. C'est fondamental. Que la confiance en soi, elle passe par de laisser le temps à l'enfant de découvrir et de s'approprier ce corps et d'être dans ce mouvement libre. Oui, mais c'est à 2 niveaux. C'est-à-dire que c'est d'une part, effectivement, l'enfant qui va aller au bout de ses expériences, au bout de ses limites, et qui va toujours chercher à aller plus loin. C'est d'une part ça. Et c'est d'autre part le fait que l'enfant va sentir que les adultes lui font confiance. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il va sentir qu'il n'y a pas d'attente particulière de l'adulte et qu'il peut aller à son rythme et qu'il est respecté dans son rythme. Et donc, ça va amener l'enfant à se respecter dans son propre rythme et à pouvoir écouter justement là où il en est. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va poser des bases pour sa construction de personnalité qui sont tout à fait fondamentaux. Eh bien, Evelyne, merci pour cette interview. Je te propose de nous retrouver dans le dernier interview où justement on va continuer sur les grandes étapes du développement du cerveau de l'enfant. À tout de suite.